rebonjour. Donc, on va parler maintenant donc, de stockage d'informations sur des molécules d'ADN. Donc, je vous propose un exposé en 3 parties. Donc, dans une première partie, on va se poser la question, donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui ou dans les années futures d'un nouveau support de stockage. Et puis, pourquoi l'ADN, en fait, pourquoi les molécules d'ADN sont des bons candidats pour ce nouveau médium de stockage. Donc, après avoir répondu à ces 2 questions, donc je vous présenterai rapidement le principe, en fait, qui est mis en œuvre aujourd'hui pour stocker l'information sur ADN. Et puis aussi, on verra quelles sont les limites. Et puis, je terminerai pour concrétiser un petit peu tout ça par un projet qu'on a en cours en fait, dans le labo aujourd'hui, donc, qui s'appelle DNArchive. Donc, je vous parlerai de ce qu'on a mis en place et puis les différentes expérimentations que l'on fait. Alors, la première chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est on vit dans un monde aujourd'hui dirigé, en fait, on est entouré de données, on vit dans un monde de données, et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que en fait, on génère de plus en plus de données, et ce, de manière exponentielle. Donc, je vous ai mis quelques chiffres ici. Donc, depuis 2020, en fait, chaque année, la génération des données croît de 23%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, générer des données ? C'est toutes les données, par exemple, qui sont produites par les réseaux sociaux, par les données astronomiques, par exemple, par les données génomiques, etc. Donc, on a de plus en plus, en fait, de données que l'on veut utiliser et analyser. Et donc, le chiffre ici, c'est dans peu de temps, enfin dans 2 ans et demi, on devrait atteindre la production de 125 zétabytes. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un zétabyte, c'est 10 puissance 21 bytes, donc 1 milliard de terabytes. Et donc, toutes ces données produites, on ne va pas forcément toutes les stocker, mais on va en stocker une certaine partie. Donc, on estime à peu près à 10-12% le nombre de données qu'on va stocker. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que plus on génère de données, plus on va en vouloir en stocker. Et donc, ce qui est estimé, c'est qu'en 2025, on aura besoin de stocker à un moment donné, chaque année, en 2025, 22 zétabytes. Donc, où sont stockées toutes ces données-là aujourd'hui ? Principalement donc, dans les data centers, donc des immenses infrastructures dans lesquelles on est capable de stocker donc, 1 exabyte de données. Donc, je rappelle, 1 exabyte, c'est 10 puissance 18 bytes. Et ces gros machins-là consomment énormément d'énergie et prennent beaucoup de place. La surface typique d'un gros data center, c'est 100 000 m², et il faut quasiment aujourd'hui presque une tranche de réacteur nucléaire pour alimenter ces trucs-là. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est gros, ça prend de la place et ça consomme beaucoup d'énergie. Comment sont stockées ces données dans ces data centers ? Principalement aujourd'hui sur des supports magnétiques, donc des disques ou des bandes magnétiques, mais aussi sur donc les technologies flash, SSD. Voilà. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie, forcément aussi. Et puis, on pourrait se dire, une fois que les données sont stockées dans ces grosses infrastructures, ça ne coûte plus rien. Elles sont là. Le jour où on en a besoin, on va les rechercher. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce qu'elles sont stockées donc, sur des supports physiques. Et donc, ces supports physiques, même si on ne les utilise pas, ils s'usent. En fait, ils vieillissent. Et donc, régulièrement, dans ces gros data centers ici, on est obligé de changer tous ces disques durs, toutes ces bandes magnétiques, toutes ces mémoires flash dans les disques SSD, etc. Et donc ça coûte de l'argent, à la fois pour fabriquer et puis acheter ces trucs-là. Sans compter que lorsqu'on stocke ces informations dans ces gros centres de données, en fait, souvent l'information est répliquée plusieurs fois en cas de pépin. Donc en fait, l'information, elle n'est pas stockée
sur un disque magnétique, mais sur plusieurs disques magnétiques. Donc tout ça, ça renforce le fait que ça consomme de l'énergie et ça coûte cher. Alors, il y a une autre chose importante dont on peut s'apercevoir dans ces data centers, c'est que lorsqu'on stocke des données, la plupart du temps, on les réutilise beaucoup très vite après les avoir stockées, mais au cours du temps, en fait, on les utilise de moins en moins. Et donc, il y a un petit diagramme ici qui explique un petit peu que voilà, 10% des données qu'on a mis à un moment donné, en fait, on les utilise de manière intensive. D'autres, qu'on appelle des données chaudes, qu'on utilise, on va dire, plutôt épisodiquement. Et puis, il y a 60% des données qu'on appelle des données froides qui sont finalement plus jamais réutilisées. Elles sont là. Éventuellement, le jour où on en a besoin, on va pouvoir les rapatrier. Mais ça, par exemple, toutes ces données, ça peut être des documents légaux, juridiques, qu'on est obligé de stocker, mais dont la probabilité de lire un jour est quasiment nulle. N'empêche qu'on est obligé de les stocker. Et encore une fois, les stocker, ça coûte de l'argent et de l'énergie. Donc, l'idée, c'est, pour essayer de pallier ces problèmes de consommation d'énergie et compagnie, là, c'est d'essayer de trouver des supports en fait, de stockage qui seraient beaucoup moins coûteux. D'où l'ADN, qui a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que c'est un support de stockage extrêmement dense. Dans 1 mm3 d'ADN, par exemple, on pourrait stocker quasiment 10 terabytes de données. Deuxième propriété intéressante, c'est que la durée de vie de l'ADN, finalement, elle est assez longue. Si on conserve l'ADN dans des conditions adéquates, ça peut durer plusieurs siècles. Bon, on l'a vu dans l'exposé de Christian Delamarche, il y a des gens qui réussissent à extraire de l'ADN extrêmement ancien et à reconstruire en fait, les génomes. Donc c'est une molécule extrêmement stable. Et puis, dernière propriété intéressante, dont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que, j'en ai parlé, par comparaison à ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt, une fois qu'on a produit l'ADN, on peut le conserver de manière très longtemps sans apport d'énergie. En fait, ça aussi c'est très important. Il y a un coût, effectivement, pour construire ces molécules, mais une fois qu'on l'a fait, on n'est pas obligé de les régénérer comme on le fait, par exemple, pour les disques durs, tous les 3 à 5 ans. Voilà. Donc, juste pour vous donner en fait, une idée de la densité que l'on pourrait obtenir. Bon, là, je suis parti sur quelque chose que vous connaissez, donc l'humain. Donc, la taille d'un génome humain, c'est environ 3,2 milliards de paires de bases, ce qui représente en termes informatiques 0,8 gigabytes d'informations. Dans un corps humain, un corps humain est fait à peu près de 30 000 milliards de cellules. Donc si on multiplie ça par ça, ça donne une capacité de stockage, vous voyez, de 24 zétabytes, qui correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur ce dont on aura besoin de stocker dans 2-3 ans. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait cette propriété extrêmement importante de densité que possède l'ADN. Alors, effectivement, il n'est pas question de stocker ça dans des êtres vivants, mais plutôt on pourrait envisager... envisager de stocker... je vois pas bien là. Alors, on pourrait envisager de stocker ça, par exemple, sur des petites cartes comme ça, de la taille d'une carte de crédit, dans lequel on a plein de petits trous, dans lequel on va pouvoir mettre de l'ADN, sachant que chaque petit trou ici pourrait stocker, par exemple, 1 terabyte de données. Donc, une petite carte de crédit, comme ça, c'est l'équivalent de 400 disques durs d'aujourd'hui. Et ça, vous voyez que ça ne prendrait pas beaucoup de place par rapport aux disques durs. Il ne faudrait pas les alimenter. Et si on reprend l'exemple d'un
d'un data center, 1 exabyte, ça pourrait se stocker dans 2500 petites cartes comme ça, et donc être stocké dans une pièce à température ambiante. Voilà. Donc ça motivait le fait de se lancer un petit peu dans l'aventure, d'explorer l'ADN pour stocker de l'information. Donc maintenant, on va regarder concrètement comment ça se passe. Donc là, je vous ai mis toute la chaîne, tout le pipeline qui est mis en œuvre aujourd'hui, ou du moins un certain nombre de chercheurs et même d'entreprises qui sont en train de travailler sur ce pipeline. Donc, qui se compose en fait de différents étages pour aller donc, au départ des fichiers numériques vers l'ADN. Donc, on va détailler un petit peu cette chaîne. Donc, au départ, on a des fichiers digitaux. Donc, c'est tous les fichiers qui peuvent être stockés sur votre disque dur, des images, des textes, des vidéos, etc. Donc, la première phase, c'est de partir de ces fichiers digitaux et de faire un codage, un transcodage, on va dire, pour passer donc du numérique vers un alphabet donc à 4 caractères. Donc on passe de 0,1 à CGT. Donc à l'issue de cette étape de codage, que je simplifie à l'extrême ici, on obtient donc un pool de séquences CGT. Et donc la phase suivante, une fois qu'on a obtenu ces séquences-là, ça va être de les synthétiser pour les transformer en vraies molécules d'ADN. Donc il existe des appareils, des synthétiseurs d'ADN, qui vont transformer ces séquences en molécules d'ADN. Voilà. Et ces molécules d'ADN, c'est elles qu'on va vouloir stocker. Et donc, en général, aujourd'hui, ce qui va être privilégié, mais ça pourrait être d'autres choses, c'est d'enfermer donc cet ADN dans des microcapsules. On peut déshydrater l'ADN, donc ça va être de la poudre qui va être stockée là-dedans et qu'on va pouvoir conserver à l'abri ou dans une atmosphère en fait, qui fait en sorte qu'on puisse conserver cette information très longtemps. Lorsqu'on veut relire l'information, on a souvent d'abord une étape de sélection de l'information, parce qu'on peut imaginer que dans une petite capsule ici, on ait une bibliothèque entière qui soit stockée. Si on veut retrouver un livre ou un document en particulier de cette bibliothèque, on ne va pas forcément lire l'ensemble. Donc il y a une phase en fait, qu'on appelle de sélection pour sélectionner uniquement les molécules en fait, qui vont être d'intérêt par rapport aux documents sélectionnés. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné ces molécules, on va passer par une étape de séquençage. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser. Le séquençage va nous fournir ces séquences ADN. Et puis là, on va faire l'étape inverse du codage, du décodage, et on va retrouver notre document. Voilà. Donc vous voyez donc les différentes étapes qui sont aujourd'hui un petit peu prévues pour à la fois lire et écrire. Alors, écrire, ça va être les étapes de codage et de synthèse, et la lecture, ça va être ces étapes de sélection, séquençage et décodage. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer là, les différentes étapes, parce que il me faudrait au moins 2 heures pour faire tout ça. Donc, je vais passer simplement aux étapes, on va dire, peut-être les plus critiques, et notamment l'étape de synthèse. Donc, je vais juste rappeler brièvement en fait, comment on fait de la synthèse d'ADN pour expliquer un petit peu les choses par la suite. Alors, il y a des appareils qui existent pour faire ça. La première chose que je voudrais dire, c'est que, voilà, imaginons qu'on veuille synthétiser cette séquence-là. Les appareils qui vont synthétiser cette séquence-là vont en fait produire des millions, voire des milliards d'instances de cette molécule, de cette oligonucléotide. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Au départ, on prend un récipient dans lequel, dans le fond, on accroche je parle en termes informatiques, on accroche tout ce qu'il faut pour venir en fait, connecter des nucléotides les uns avec les autres. D'accord ? Donc, il y a une première étape
où on va donc injecter, donc, si on veut synthétiser un A pour commencer, voilà, on va injecter des nucléotides un petit peu modifiés, hein, dans le sens où ils vont pouvoir venir s'accrocher uniquement sur une partie, et l'autre partie, ça va être interdit. Il y a une modification chimique qui fait qu'on ne va pas pouvoir accrocher plusieurs nucléotides les uns avec les autres dans une phase particulière comme ça. Voilà, donc au bout d'un moment, ces petits nucléotides-là vont venir, donc certains vont venir s'accrocher sur le fond du tube, là. Et puis, et vous voyez, en fait, l'essence interdite que j'ai mis ici fait en sorte qu'un autre nucléotide ici ne peut pas venir s'accrocher là. C'est interdit. C'est une modification chimique de nucléotide qui empêche ce truc-là. Ce qui fait qu'à un instant donné, on est capable de venir positionner qu'un seul nucléotide. Voilà, donc à la fin du processus, on fait un petit lavage, voilà, on enlève tout ce qu'il y a dans le tube. Ensuite, on fait une petite opération qu'on appelle déblocage, qui va permettre en fait de rendre accessible de nouveau cette partie ici de la chaîne. Et puis on va recommencer l'opération avec d'autres nucléotides. Donc vous voyez en fait que c'est un cycle qu'on va répéter, et donc on va le répéter autant de fois que d'éléments qu'il y aura dans la chaîne à synthétiser. Donc tout ça pour dire finalement que la synthèse, aujourd'hui, c'est un processus relativement lent, et aussi avec une forte limitation, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment, comme ça, accrocher des petits nucléotides, construire un chapelet. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, le processus se dégrade un petit peu, et qu'aujourd'hui, la taille en fait, maximale d'un oligo qu'on peut produire, c'est de l'ordre de, vraiment maximum 200. En général, c'est plutôt 50, 60, 70 oligos. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un processus très très long. Accrocher un nucléotide demande plusieurs étapes chimiques, et de l'ordre de la minute. Donc si on veut synthétiser un oligo de 60 nucléotides, ça prend 1 heure. Le coût est relativement élevé. Hein. Si on veut transposer ça dans le monde de l'informatique pour construire des molécules qui supporteraient l'équivalent de 1 kilobyte, ça coûterait à peu près 100 €. Donc vous voyez le prix pour stocker 1 mégaoctet, ou stocker 1 gigaoctet. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, plus la taille augmente, en fait, plus la qualité décroît. C'est pour ça qu'on ne peut pas générer à l'infini des grands oligonucléotides. Donc là, on voit tout de suite une limite sur le processus aujourd'hui de stockage de l'information sur ADN. Il y a cette phase de synthèse qui est extrêmement longue et extrêmement coûteuse. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est une synthèse un petit peu classique qui existe depuis, je pense, depuis qu'on a découvert l'ADN. On procède de manière comme ça. Les technologies se sont améliorées. Et aujourd'hui, il y a même d'autres technologies qui voient le jour, notamment donc, la synthèse enzymatique. Je ne vais pas expliquer dans le détail comment ça fonctionne, mais là, on s'appuie plutôt sur la capacité du vivant à faire de la synthèse, en détournant la fonctionnalité de quelques enzymes. Donc, a priori, c'est une technologie qui serait capable de faire des plus longues séquences, qui seraient plus rapides, moins chères et moins polluantes aussi. Mais on reste quand même dans des temps et des coûts qui sont très très élevés. D'où l'idée en fait de travailler beaucoup au niveau recherche, même au niveau entreprise, pour en fait miniaturiser et paralléliser le process. Comme ça a été fait pour le séquençage en fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans en fait c'était extrêmement long. Lorsqu'on a voulu, il y a eu le projet de séquençage du génome humain.
C'était un projet qui était étalé sur 15 ans, hein, et ça a mobilisé 400 équipes à travers le monde, et ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, le séquençage d'un génome humain, ça prend quelques heures, et les dernières machines produites par Illumina offrent un coût autour de 300 dollars. Donc vous voyez le gain, hein, le gap qu'il y a eu, et donc on espère que dans les années qui viennent, il y ait la même rupture technologique qui se produise pour la synthèse. Et lorsqu'on regarde les roadmaps des entreprises en fait, qui se lancent sur le processus de synthèse, ben voilà les roadmaps, hein, c'est en 2025, être capable de synthétiser 1 terabyte en un jour pour 1 000 dollars. On y est encore loin, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la synthèse, le stockage d'informations sur ADN, en fait, ne verra le jour que si il y a des améliorations extrêmement significatives qui se font au niveau de la synthèse. En fait, la question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, ça arrivera certainement, mais c'est quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que c'est dans... D'accord, merci. Est-ce que c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? En fait, on ne sait pas trop. Donc maintenant, je vais détailler un petit peu plus les aspects codage, parce qu'en fait, là aussi, il y a quelques défis au niveau informatique. Donc, si on reprend la chaîne telle que je l'ai présentée tout à l'heure, en fait, on peut l'abstraire un tout petit peu. Donc, on part donc d'un signal digital, on fait tout l'encodage, et puis après, il y a toutes les parties, on va dire, biotechnologiques, synthèse, stockage, sélection de l'information, séquençage, voilà. Et puis, en fait, on redécode l'information. Et en fait, cette partie-là, elle génère des erreurs. On a des erreurs en synthèse, on peut avoir, en fait, au niveau du stockage, des choses qui peuvent être défaillantes, hein. L'ADN, éventuellement, peut se dégrader. Au niveau de la récupération d'informations, on n'est pas sûr de sélectionner l'ensemble des informations. On en sélectionnera peut-être un peu trop. Puis au niveau séquençage, vous savez que le séquençage n'est pas parfait et génère des erreurs. Donc tout ça, ça peut être assimilé à ce qu'on appelle un canal bruité. Et en traitement du signal, en informatique, on sait très bien traiter ces choses-là. C'est-à-dire qu'en entrée, on va avoir un signal propre. En sortie, on va avoir un signal dégradé. Et il va falloir, en fait, ici, concevoir toute la batterie de traitement numérique pour faire de la correction. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le codage, donc on a vu qu'on avait quand même une restriction au niveau synthèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de synthétiser une grande molécule. On est capable de synthétiser des petits bouts. Donc lorsqu'on va vouloir synthétiser, stocker un document, il y a une première partie d'encodage qui va consister à découper ce document en toutes petites parties pour produire des séquences d'ADN qui soient compatibles avec ce que peut faire le synthétiseur. Donc, on va voir ces séquences-là, puis je vous l'ai dit, hein, en fait, on va être obligé d'introduire des mécanismes pour corriger les erreurs, et ça se le fait par le biais de code correcteur d'erreurs qui demande en fait d'inclure dans les séquences originales de l'information redondante qui va permettre de détecter qu'il y a eu des erreurs et éventuellement de les corriger. Oui, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que le fait de découper ce document en toutes petites parties, il va falloir que les séquences ici, en fait, aient une espèce d'index pour dire comment est-ce qu'on va les reconstruire, comment est-ce qu'on va les remettre dans l'ordre. Donc, sur la séquence qu'on va synthétiser, finalement, il va y avoir la partie utile en noir, l'indexation, et puis éventuellement ici, les codes correcteurs d'erreurs qui vont rajouter de la redondance. Et puis, si on a plusieurs documents dans le même conteneur, on va rajouter des identifiants que j'ai symbolisés ici en vert et en rouge, qui vont dire de quel document il s'agit. Surtout si un document en fait, est splitté, en fait, est découpé en plusieurs parties. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le problème, c'est qu'on a à notre disposition, au niveau de la synthèse, des séquences qui ne sont pas très grandes déjà, mais qu'on va être obligé de devoir rajouter de l'information redondante
qui n'est pas directement lié au document, mais qui est lié à la reconstruction et à la correction du document, et à la sélection du document. Donc, vous voyez, sur une séquence qui fait aujourd'hui, qui peut faire 60-70 nucléotides, ben, la partie utile, finalement, va être toute petite. Donc, au niveau informatique, hein, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour optimiser le ratio entre cette taille d'information puis la taille totale de la molécule. Ensuite, il y a d'autres contraintes. Donc ça j'en ai parlé. Hein, maximisation du ratio, donc information utile sur toute l'information redondante qu'il faut à côté, mais aussi sur les séquences qui vont être générées. Ben, on va éviter d'avoir des homopolymères parce qu'on sait très bien qu'au niveau séquençage, ça ne se passe pas bien, même au niveau synthèse. Il y a des motifs qui vont être interdits, par exemple toute l'information qui va être relative à l'indexation du document ici. Il ne va pas falloir qu'elle se retrouve dans la partie spécifique au document. On a des contraintes sur le taux de GC dans la molécule. Donc, le codage, en fait, va être relativement compliqué parce qu'il va devoir inclure toutes ces contraintes. Bon, il faut que j'accélère parce que j'ai plus qu'une minute, mais je suis qu'aux 2/3 de l'exposé. Donc, voilà. Donc, on mangera un tout petit peu plus tard, c'est pas grave. Donc, je voulais quand même terminer par concrétiser donc, toute cette chaîne en fait, pour stocker donc, de l'information sur ADN à travers donc, le projet qu'on a démarré ici il y a 2-3 ans maintenant, hein, qui s'appelle le projet DN Archive, qui vise à explorer un petit peu comment mettre en œuvre tout ce que je vous ai présenté ici. Donc voilà, donc ça a démarré, donc ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, et vraiment l'objectif c'était d'investiguer ce qu'on pouvait faire. Hein. C'était un projet de recherche relativement large, le projet interdisciplinaire, hein, multidisciplinaire, parce que vous voyez qu'il faut des gens qui soient, qui comprennent tout ce qui est traitement du signal, informatique. Il y a un petit peu de bioinformatique derrière parce qu'il va falloir retraiter par exemple toutes les données de séquençage. Et puis il y a surtout pas mal de biotechnologie, à la fois sur les aspects synthèse et sur les aspects séquençage. Donc on a essayé quand même d'identifier 3 grands axes de recherche là-dedans. Donc tout ce qui est codage, décodage, tout ce qui est biotechnologie, notamment en se focalisant sur les aspects synthèse et séquençage. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'est quand même dans la chaîne ici, utiliser donc tout ce qui est séquençage de 3e génération, donc séquençage de grandes molécules. Et puis, on a aussi un aspect donc, sécurité. Si on veut stocker des données, il peut aussi se poser la question qu'on veut que ces données-là soient sécurisées. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise les technologies classiques pour encrypter les données ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser en fait, des technologies qui viendraient directement du monde des biotechnologies? Et tout ça, ces trois axes de recherche-là sont instanciés dans une plateforme en fait, pour reprendre les designs que font les collègues, connecter tout ça connecter en fait ces différents modules les uns avec les autres, et puis faire des tests à la fois donc réels, et puis ce que j'appelle in silico. Vous allez comprendre tout de suite ce que j'entends par là. Donc ce qu'on a mis au point, voilà, c'est cette plateforme qui représente un petit peu la chaîne de stockage que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc brièvement, donc, tout ce qui est encodage, puis donc, les aspects synthèse. Il y a un petit module ici que j'ai rajouté, Molecule Design, qui est particulier au projet, et donc je reviendrai un petit peu dessus tout de suite. Donc l'extraction de données, le séquençage, le traitement des données de séquençage et le décodage. Bon, l'inconvénient quand même de ce module-là, c'est que, l'inconvénient, c'est surtout cette partie-là, c'est que lorsqu'on fait des manips, ça coûte finalement relativement cher. Et puis, ce sont des manips qui sont relativement longues. D'où l'idée de faire plutôt des petites manips, d'apprendre de ces manips, et puis donc de faire des simulateurs hein, qui sont associés à chacune de ces manips pour pouvoir ensuite travailler sur des volumes de données beaucoup plus gros et tester nos algorithmes de codage, de traitement du signal ici, sur des gros volumes pour voir comment tout ça passe à l'échelle.
Donc, dans cette chaîne, donc on l'a mis en place, hein, depuis 2 ans, on a travaillé là-dessus. Il y a un module particulier dont je voudrais un petit peu parler ici, parce que c'est vraiment une spécificité du projet, qui va consister donc à partir des données de synthèse, qui va produire, donc, je vous rappelle, une quantité de petites séquences, essayer de reconstruire des séquences beaucoup plus grandes pour faire en sorte que la charge utile par rapport à l'ensemble de l'information que comporte la molécule, donc indexation, etc., soit la plus faible possible. Et puis surtout, générer des grandes séquences pour être compatible ici avec l'aspect séquençage que l'on veut faire à travers du séquençage de 3e génération, donc de grandes molécules. Donc là, c'est juste pour reprendre le fait que l'objectif du projet est à minimiser l'information utile sur l'indexation, la sélection, etc. Donc, plutôt que d'avoir ce genre de molécules petites avec une grande partie donc, consacrée à autre chose que l'information utile, c'est de faire du design de grandes molécules avec une toute petite partie réservée donc, à la reconstruction du document, par exemple. Et donc, tout ça dans le but d'utiliser aussi donc, le séquençage de 3e génération, et notamment, donc, ce qu'on vise, c'est les petits séquenceurs de nanopores. Donc, là, en 2 slides, je vous présente en fait peut-être ce qu'on a fait de plus original sur les aspects biotech, c'est-à-dire la reconstruction de grandes molécules à partir de petits oligos. Donc l'idée, hein, c'est qu'on part voilà, d'une machine qui nous produit des milliers de petits oligos, et puis de proche en proche, on va essayer de reconstruire une longue molécule. Et donc, ce qu'on a mis en place ici, c'est un protocole qui s'appelle donc un assemblage ordonné, qui va consister à venir assembler, connecter des petits oligos les uns avec les autres pour former donc des molécules double brin d'ADN. Et puis, une fois qu'on a produit ces molécules, on peut recommencer le processus pour avoir des molécules de plus en plus grandes. Voilà. Donc, comment ça marche en fait? Donc, brièvement, donc, on a nos oligos là, qui sont synthétisés. Et donc, on ne va pas les synthétiser n'importe comment. Hein. On va donc constituer des ensembles de paires d'oligos, comme ça. Mais, par exemple, X1C1, on va les faire le design de telle manière qu'il y a un appariement fort entre ces 2 oligos, enfin exact d'ailleurs, mais sauf sur les 4 premières et les 4 dernières bases. D'accord ? Et l'idée, après, lorsqu'on a construit ces petites molécules double brin ici, c'est de les mélanger et par hybridation, hop, on obtient donc une molécule beaucoup plus grande. Voilà. Donc il y a 2 étapes d'hybridation. Hein, et puis à l'issue de ça, ben voilà, si vous voyez ici, si on a des oligos qui font 60 nucléotides, en faisant une manip comme ça, on a en fait une molécule d'ADN qui fait 600 paires de bases. Et puis l'idée, ben, c'est de répéter plusieurs fois le processus avec un assemblage ici un petit peu différent, parce qu'ici on parlait de brins de 50 nucléotides. Ici, on récupère des molécules d'ADN double brin de 500 paires de bases. Ici, ben, il faut venir faire un petit peu différemment pour assembler ces molécules pour produire des plus grandes et pour produire encore des plus grandes. Donc, la manip qu'on est en train de faire ici, c'est aujourd'hui de stocker un texte. Donc, on a pris la Déclaration des droits de l'homme et on a envie de stocker l'ensemble de la déclaration sur une seule molécule. Et la manip est quasiment finie et on obtient une molécule de 25 kb sur laquelle, en fait, l'indexation est ridicule, hein, ça fait quelques centaines de paires de bases, l'indexation et puis toute la redondance. Et par contre, tout le reste de la molécule est libre pour mettre de l'information utile. Voilà. Donc c'est une manip qui est quasiment achevée. Là, on est en train de vérifier qu'on récupère bien, donc, par le processus de décodage, de séquençage, etc., les articles de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, dernier slide. Donc, pour finir, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un monde digital, les données explosent, et il y a forcément besoin, il va y avoir besoin à un moment donné de trouver de nouveaux supports de stockage.
l'ADN est un bon candidat, ce n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur d'autres mécanismes. Bon, l'ADN est intéressante à cause de sa densité, de sa durabilité dans le temps. Ici, bon, c'est un acronyme qui veut dire que finalement, il n'y a pas besoin de... Une fois qu'on a produit la molécule, après, c'est gratuit, hein. On n'a pas besoin de remettre en fait, constamment de l'argent pour conserver cette molécule. Donc ça s'adresse quand même plutôt pour l'instant à de l'archivage, ce que j'ai appelé tout à l'heure les données froides, hein. Des données qui vont être qu'on va produire et dont on sait pertinemment que la probabilité de les réutiliser, de les relire un jour est très très faible, mais si on a besoin de le faire, on sera capable de le faire. Donc on voit bien aujourd'hui que le goulot d'étranglement, c'est la synthèse. C'est lent et c'est très coûteux. Et donc une des clés pour rendre le stockage d'informations sur ADN, on va dire une réalité, ça va être d'automatiser, surtout de miniaturiser et de paralléliser le problème. Bon, juste pour terminer, c'est un domaine de recherche qui est finalement assez récent, hein. Je pense que l'idée n'est pas récente. Je crois que l'idée de stocker de l'information sur ADN date au moins de 40 ou 50 ans, voire plus. Par contre, les premières manips qui ont vraiment mis en évidence que c'était possible datent d'à peine 10 ans. Voilà. Et donc, il y a tout un nouveau champ de recherche qui est en train de se mettre en place, et notamment en France, hein, à travers des financements assez intéressants produits au niveau du ministère, pour structurer une communauté, hein, de personnes qui voudraient bien travailler sur le domaine. Et vous voyez que c'est une communauté qui est essentiellement, fondamentalement pluridisciplinaire. Il va falloir des informaticiens, il va falloir des chimistes, il va falloir peut-être des bioinformaticiens, il va falloir des gens du traitement du signal, des mathématiciens pour faire des codes extrêmement puissants, etc. Et voilà, donc merci pour votre attention et pour les questions. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était très intéressant. On va avoir le temps pour peut-être 2-3 questions du public ou du chat rapidement. Si, vous pouvez vous installer. Donc s'il y a des questions, il faut juste réactiver les micros de la salle. Voilà. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je suppose que s'il y a autant de personnes et d'organismes à investir dedans, c'est qu'il y a peut-être déjà eu des résultats préliminaires qui ont donné quelque chose. Est-ce que vous avez un exemple là comme ça je sais pas, d'une image qui sera enregistrée, codée, redécodée et un retour d'image qui marche à peu près bien sans qu'elle soit trop corrompue ou que je sais pas. Oui, donc il y a déjà des expérimentations qui ont été faites. Alors on n'est pas les premiers à avoir codé donc la déclaration des droits humains dans une molécule. Ça a déjà été fait notamment par une société parisienne qui a une autre technologie. Mais plus généralement, en fait, les expériences qui ont été faites jusqu'à présent vont au-delà de ce que nous on a fait. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de stocker plusieurs centaines, voire mégaoctets de données et de récupérer l'information. En fait, quand on fait une expérimentation, effectivement, il y a le côté synthèse. Ça, c'est facile, on peut le faire. Mais après, il faut s'assurer qu'on est capable de relire l'information. Et donc, quand on fait une expérience, effectivement, on fait tout. Et donc, oui, en fait, on est aujourd'hui capable de faire ça. Mais encore au niveau, on va dire, recherche. Après, se pose la question d'automatiser l'ensemble du processus. Parce que ça a été démontré en faisant des manips à la paillasse, etc. Donc, il y a Microsoft qui a fait une machine. En 2019, en fait, ils ont communiqué là-dessus. C'est une machine qui a tout automatisé, donc l'aspect écriture et lecture. Et donc, cette machine-là était capable d'écrire le mot « hello » voilà, et de le relire. Bon, j'aurais pu apporter une photo de la machine. Hein, c'est comme une grosse machine à laver. Hein, et ça a mis 24 heures pour faire ça. Donc, on en est vraiment donc, dans les prémices, hein, de ce truc-là. Donc, voilà, donc l'up-to-date au niveau machine, automatisation, c'est
écrire Hello World ou Hello tout court, je ne sais plus, en 24 heures. Voilà. Enfin, écrire et lire. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai des questions par rapport à ta présentation, Dominique. Pourquoi choisir un code sur 4 bits? J'entends bien qu'on a 4 lettres dans l'ADN, mais on pourrait très bien ramener ça à 2 bits et ça aurait peut-être un intérêt en termes de conservation de la donnée. Le problème des séquences répétées, est-ce qu'il n'est pas automatiquement corrigé si on fait tout simplement une compression type zip ou gzip en entrée pour absorber ces séquences répétées? Et pourquoi, quand tu fais du séquençage avec des mots, enfin des éléments que tu vas coller, tu prends des séquences de taille identique? Oui, non, on n'est pas obligé de prendre des séquences de taille identique. Là, c'était sans doute pour la facilité de l'exposer, mais on peut prendre des tailles différentes. Donc la première question, elle est intéressante, c'est pourquoi l'ADN? Parce qu'en fait, on pourrait très bien choisir d'autres polymères que l'ADN qui ont un alphabet beaucoup plus important. Et donc, ce qui permettrait encore de compresser l'information. Il y a des équipes de recherche qui bossent là-dessus. Hein. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, aujourd'hui, pourquoi on choisit l'ADN? C'est parce que on a des séquenceurs, on travaille depuis 50 ans là-dessus, on maîtrise bien la molécule, mais je suis d'accord, ce n'est pas forcément la meilleure molécule. Hein. Mais je veux dire, toutes les technologies, en fait, on a à notre disposition toutes les technologies pour manipuler cette molécule. En fait, mais encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure molécule. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais une question purement pratique. Comment vous faites pour que l'ADN ne se dégrade pas sur les... pour qu'il n'y ait pas de mutation ou de trucs comme ça? Oui, donc la dégradation de l'ADN, ça serait sans doute au moment en fait, où l'ADN va être encapsulé, puis va être conservé longtemps. Et donc là, il y a une possibilité de dégradation. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on va stocker l'information dans une capsule, en fait, il va y avoir énormément de redondance. On ne va pas stocker une molécule qui va comporter l'information, mais peut-être des dizaines de milliers de molécules qui vont identiques. Voilà. Et donc, ça, c'est un moyen, en fait, de s'affranchir de la dégradation. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, très intéressant.